Décidément, les relations entre les pays d'Afrique de l'Ouest continuent les montagnes russes. Le Bénin retrouve sa lucidité, comme on pourrait le dire, vis-à-vis des pays de l'AES. En tout cas, celui-ci a déclaré via la voix du chef de la diplomatie béninoise, Agdiadi Bakari, et ceci dans une interview, que le Bénin continuerait de coopérer avec l'AES en dépit de leur retrait de la CEDEAO. Le Bénin voudrait travailler avec les pays tels le Mali, le Burkina Faso et le Niger sur tous les plans, surtout sur les plans diplomatiques et commerciaux. Celui-ci entend d'ailleurs restaurer les relations entre les deux. On s'en souvient déjà, plusieurs ambassades avaient été créées ou encore réouvertes entre le Bénin et les pays de l'AES. Eh bien, on en parlera dans cette émission. Que valent ces déclarations du Bénin au vu des différentes guerres qui ont existé entre ces pays de l'AES et le Bénin? On en parlera dans ce programme. Nous parlerons aussi de la guerre en Russie, de la guerre en Ukraine, si vous préférez. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, alors qu'il était devant les médias, déclare que la Russie ne se contentera pas d'un cessez-le-feu en Ukraine, car il s'agit pour la Russie de trouver des voies et moyens pour résoudre définitivement le conflit. Un cessez-le-feu ne serait que pur maquillage, d'après les propos de Sergueï Lavrov. Il faudrait rentrer en profondeur et discuter réellement avec le pouvoir de Kiev, tout en rappelant l'illégitimité du président Volodymyr Zelensky. Comment instaurer un dialogue dans ces conditions? On en parlera aussi dans ce programme. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voilà pour les sujets. For You Matin commence tout de suite. De la Russie et de l'AES et ses potentiels partenaires, on en parle ce matin et c'est avec notre panel. Je démarre avec le docteur Yam Timba. Merci d'être là ce matin, habitué de nos plateaux et d'ailleurs consultant permanent de ce programme. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Bégoudé, bonjour à mon copanéliste, bonjour à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Bonjour justement à votre copanéliste Albert Anatole Aïssi, lui aussi habitué de nos plateaux et studios radio. Il est le consultant de ce programme matinal informatif. Bonjour Albert Anatole. Bonjour Madame Bégoudé, je salue Yam Timba, je n'oublie pas, n'est-ce pas, les techniciens ainsi que le management. Je salue spécialement ce matin le peuple mahorais qui est abandonné à lui-même. Je voudrais vous rappeler que le Mayotte fait partie des 101e département outre-mer français et dont les populations viennent de subir un désastre à la fois humain, financier et économique dû au caprice de la nature. Et régulièrement, lorsque d'autres territoires sont concernés, notamment sur tout le continent africain, l'Afrique, je veux dire la France a tendance à être très proactive en matière de l'assistance humanitaire. Mais lorsque ça se passe sur son propre territoire, on est surpris de ce que depuis bientôt 2 semaines, les populations sont toujours dans la détresse. Et comme réponse à cette situation humanitaire, il est question de chasser les immigrants illégaux. Voilà la réponse qu'un pays normal peut apporter à ces populations en cas de désastre, de sinistre. Merci pour l'invitation. Et merci à vous tous les deux d'être avec moi ce matin sur ce plateau. Docteur Yam Timba, un Bénin qui décide aujourd'hui de se rapprocher des pays de l'AES après moult désaccords entre ces différents pays, Mali, Burkina Faso, Niger et le Bénin et particulièrement le Niger. Et bien sûr par solidarité, on avait vu le soutien du Mali et du Burkina Faso. Aujourd'hui, le Bénin se dit prêt
prêts à coopérer avec les pays de l'AES en dépit de leur retrait de la CEDEAO, tandis que d'autres pays n'expriment pas encore ce même soutien ou ces mêmes propos, même sur le plan des partenariats ou encore des coopérations. Docteur Yamtimba, comment devrait-on analyser cette posture du Bénin aujourd'hui? Il ne faut pas être naïf et penser que le Bénin vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Le Bénin n'a rien dit qui vaille la peine. Je crois que le ministre Diop a écouté le ministre Olusegun du Bénin par courtoisie diplomatique. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez continuer, vous allez maintenir des relations avec les pays de l'AES. Bon, alors d'abord, c'est une contradiction dans les thèmes parce que les pays de l'AES n'ont jamais rompu les relations avec vous. C'est vous qui avez rompu les relations avec ces pays-là, dans le cas de la CEDEAO, et même individuellement, à travers un certain nombre d'actions belliqueuses contre le Niger. Donc maintenant que vous disiez, nous continuerons à coopérer, pendant que vous avez des bases de déstabilisation du Niger qui ont permis de mobiliser l'armée et de la mettre en alerte maximale dans les pays de l'AES, eh bien, on voit là une manipulation à la fois de l'information et une tentative de manipulation de la diplomatie de l'AES à travers la diplomatie malienne, ce qui est quand même assez curieux. Donc, le Bénin... le rôle que le Bénin veut jouer ou accepte de jouer, un peu comme les Ivoiriens et tous les autres pays de la CEDEAO, c'est un rôle dangereux. Parce que demain, les pays de l'AES vont prendre le Bénin au mot. Bon, ils espèrent que la frontière sera ouverte du côté avec le Niger, mais je crois que le Niger ne fera pas cette erreur. Ils sont très aguerris et très sérieux, très rigoureux. Ils ne vont donc pas ouvrir cette frontière sans des garanties solides. Et je crois que ce qui peut se voir même à travers Google Maps, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'aller faire d'aller sur le terrain pour faire des recherches de renseignements ou pour faire des infiltrations. Vous allez sur Google Maps, vous voyez ce que vous pouvez voir. Et donc à partir de là, des informations qui sont des secrets de polichinelle indiquent clairement que le Bénin n'est pas à prendre au sérieux dans une telle déclaration. De toutes les façons, en Afrique, on sait que les ministres disent une chose, les chefs d'État décident d'une autre. Et à partir de là, ce que raconte le ministre n'engage que lui et ne peut pas être considéré réellement comme étant la position officielle du Bénin. Parce que la position officielle du Bénin, on la connaît. On sait qu'en ce moment, il y a des risques sérieux de déstabilisation du Niger en particulier, et que on sait également, il y a des informations qui circulent, il faudrait les confirmer, c'est vous les journalistes, d'une présence française à la fois au Bénin et au Nigeria pour déstabiliser l'AES, et que le report de 6 mois de la sortie de la CEDEAO de ces pays de l'AES, c'est en fait le temps de préparation que ceux qui veulent déstabiliser l'AES se sont donnés, parce que la sortie de l'AES, de la CEDEAO, a fait chuter beaucoup de choses, surtout en termes économiques, dans la CEDEAO, et particulièrement au niveau de la France, qui aujourd'hui souffre quand même d'un manque, a de grosses difficultés économiques et cherche à retrouver ce qui constituait hier son si vous voulez, non, j'aime pas utiliser ce terme parce que c'est des termes qui nous renvoient à une époque qui est très douloureuse. Disons, cherche à retrouver la totalité des flux, à reconstituer la totalité des flux qui lui parvenaient avant la crise. La difficulté, c'est que quand vous observez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, vous constatez 2 choses ou 3 qui partent sur un certain nombre d'éléments, si vous voulez, de paramètres économiques importants. Ces pays, ces risques de déstabilisation et ces informations qui circulent, qu'il faudrait confirmer, qui veulent que l'AES soit attaquée, qui disent que l'AES sera attaquée, et qu'on croit que le meilleur endroit pour l'attaquer aujourd'hui, c'est dans le sud, puisqu'il y a un front nord contre les mercenaires internationaux, et que ce front nord est
évidemment, concerne les 3 pays et qu'il faudrait donc engager un front sud à partir du Bénin et du nord du Nigeria. Donc, on raconte tellement de choses sur cette affaire que c'est horrifiant. On se demande, est-ce que les gens sont sérieux quand ils disent qu'ils vont mobiliser des groupes terroristes connus pour pouvoir lancer ces assauts-là? Mais c'est des groupes que vous allez alimenter et quand ils auront attaqué le Niger, ils se retourneront contre leur propre pays. Donc, c'est comment des chefs d'État africains peuvent rentrer dans un tel... Dans ce genre de jeu extrêmement dangereux pour nos pays. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais ce que dit le ministre des Affaires étrangères du Bénin, je crois que ce n'est même pas à prendre avec des pincettes. Il ne faut même pas écouter ça. Parce que vous ne pouvez pas à la fois être dans une situation où vous voulez absolument déstabiliser cette confédération et en même temps venir dire que vous voulez continuer à coopérer. Non, commencez d'abord par coopérer. Parce que continuer veut dire que vous le faites déjà. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous dans l'UEMOA que ça veut dire qu'ils coopèrent. Et je pense que les pays de l'AES vont rapidement nous annoncer une bonne nouvelle. Parce que cette situation ressemble à la drôle de guerre. En 1939, 1938, y aura-t-il guerre, y aura-t-il pas guerre, que se passera-t-il? Il faut que de façon claire, les lignes soient bien nettes. Donc qu'ils sortent, et je crois que c'est le dernier front, qu'ils sortent du franc CFA, et en sortant du franc CFA, ça va consolider en fait les positions. Aujourd'hui, il y a une sorte de flou où le Bénin peut profiter d'une réunion des ministres de l'UEMOA pour parler au Mali. Pourquoi est-ce que le ministre des Affaires étrangères ne s'est pas levé pour aller rencontrer son homologue du Mali au Mali, en dehors de cette réunion? Pourquoi c'est en marge? En marge parce que l'idée de tous ces gens-là, c'est de manipuler les pays de l'AES et de tout faire pour fragiliser, pour essayer de, si vous voulez, de les appâter et après les attaquer et les détruire. Je rappelle, pour sortir, que le PIB par habitant des pays de l'AES est plus élevé que le PIB par habitant de tout le reste des pays de la CEDEAO. Je rappelle que les recettes projetées du seul Niger sur le pétrole, les gens vont dire oui, mais le Bénin laisse maintenant que le pétrole nigérien coule. Non, le Bénin ne laisse pas, il y avait un accord. Soit le Bénin est un État voyou, soit le Bénin est un État qui essaie quand même d'être un peu correct. Mais on sait que derrière le Bénin, c'était la France et l'Union européenne qui faisaient la guerre à la Chine. Bon, maintenant c'est gagné, le pétrole coule. On sait que les recettes cumulées sur le pétrole, l'uranium du Niger, simplement, représentent à eux seuls à peu près l'équivalent de 3/4 du PIB du Niger en 2023. Le problème, c'est que tout cet argent va échapper à la France et elle n'est pas du tout contente. Elle n'est pas contente parce que ça représente à peu près 15 milliards de dollars. C'est l'équivalent de près de 2 fois les réserves de l'Afrique centrale qui ont permis à la France de lever 80 milliards de dollars sur le marché international cette année. Ça a servi de collatéral. Donc, si on pouvait utiliser la moitié de l'argent du Niger, ça permettrait à la France de lever 80 milliards sur les 300 milliards que son budget, qui sont projetés dans son budget 2025. Et vous, les Africains, vous avez décidé que cela ne rentre plus dans leur caisse. Vous avez un sérieux problème. Donc, ils sont prêts à faire la guerre pour ça. Et cette guerre qu'ils veulent mener, évidemment, on sait qu'il y a des pions derrière, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, bref, tous ces pays de l'UEMOA qui ne sont pas membres de l'AES sont potentiellement des pions. Et donc, le propos compte tenu de ces éléments-là, nous devons faire très attention. Le Bénin n'est pas du tout le grand ami que l'on croit et l'AES doit être ferme sur ses positions. L'ouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin, je crois que c'est quelque chose qu'il faut reporter sine die, attendre jusqu'au moment où le front nord sera totalement évacué, parce que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ouvrir un front sud. Et évidemment, si vous avez un front nord et un front sud, ça veut dire que vous êtes pris en étau. Voilà la stratégie. Et quel meilleur... ça rappelle très curieusement les propos... je ne sais pas pour quelle raison, c'est l'idée de la Deuxième Guerre mondiale qui me vient toujours en tête chaque fois que je regarde la CEDEAO, parce qu'on a l'impression que les acteurs posent exactement les mêmes actes. Vous constaterez que tout ce que dit le Bénin là, c'est les propos que les Anglais
Les Anglais avaient, avec les Allemands, non, ça va aller, tout ça, on va continuer à coopérer. Et puis, quelques temps après, on s'est retrouvé avec la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'est retrouvé avec des fronts un peu partout. Et dans le cas d'espèce, l'AES risque d'avoir un front sud et un front nord. Et c'est quelque chose de dangereux. Merci à vous, docteur Yam Timba, pour ce premier jet sur la question Albert Anatole Haïssi, puisqu'on sait, on a reçu des informations que le Bénin n'avait pas voulu confirmer, d'ailleurs, concernant la présence de troupes françaises militaires sur son territoire qui seraient en train de former des membres d'anciens groupes terroristes ou des agresseurs potentiels pour justement déstabiliser le Niger particulièrement. Faut-il se méfier des propos du ministre des Affaires étrangères béninois concernant cette coopération qui devrait continuer? Si le docteur Yam Timba le disait tout à l'heure, quand a-t-elle commencé avec les pays de l'AES, notamment le Niger? Écoutez, c'est le ministre des Affaires étrangères du Bénin qui parle. Donc c'est un diplomate. Et vous et moi, nous connaissons l'ambivalence, n'est-ce pas, du langage diplomatique entre ce qui est dit et ce qui est fait. Il s'agit d'une communication qui vise à endormir, si vous voulez, les opinions. D'abord, celle de l'AES et celle béninoise. Vous savez que les populations ne sont pas tout à fait d'accord, ne sont pas sur la même ligne. Quand je parle des populations, je parle des populations des pays de la CEDEAO ne sont pas dans la même trajectoire avec la vision de ce syndicat. Donc, cette communication vise d'abord à être moins alarmiste, à tenter de rassurer les opinions publiques. La deuxième chose qu'il faut retenir de cette communication, c'est quoi? C'est que, là, je vais parler de factuel. Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Bénin oublie qu'il y a 3 précédents. Le premier précédent à la charge de son pays, c'est que son pays a été aux avant-postes des pays qui étaient engagés avec la France pour une intervention militaire. Je dis bien militaire au Niger pour aller sauver le soldat Bazoum. Et aujourd'hui, il y a une médiation qui est engagée par les services de renseignement marocains pour tenter de libérer ce criminel. Et, il s'agit d'une monnaie d'échange qu'il ne faut pas laisser passer, parce que si Bazoum n'est plus au Niger, le lendemain, le Niger est attaqué. Et il vous souvient que lors du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, le vassal d'Abidjan a plaidé pour que ces criminels, ces traîtres-là soient libérés. Je parle de Bazoum. À la suite, n'est-ce pas, de ce premier précédent, qui a la charge, n'est-ce pas, du Bénin, vous avez les bases militaires françaises de ce côté-là. Les militaires, les mercenaires, si vous voulez, qui ont été chassés du Niger et qui ont tout simplement traversé la frontière voisine. Le discours officiel béninois voudrait démontrer le contraire de ce que nous affirmons et que les populations ont tout le temps confirmé dans le cadre de cette tribune, à savoir il y a bel et bien une présence militaire française du côté du Bénin. Appeler ça base militaire ou appeler ça poste militaire de commandement, c'est qu'il y a bel et bien une présence militaire française du côté du Bénin. Le troisième précédent, c'est que dans le contexte géopolitique actuel, où les officiels ukrainiens ont clairement dit que partout où se trouve la Russie sur le continent africain, ils seront présents. Et vous avez les emprises diplomatiques qui s'ouvrent de part et d'autre dans les pays de l'AES, de la CEDEAO, principalement au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, entre autres.
et en Mauritanie. Oui. Je pense que dans le contexte justement de l'AES, nous connaissons la position de l'Ukraine. La position de l'Ukraine de ce côté est claire. Il faut former les terroristes, les équiper, leur apporter leur appui dans les opérations terroristes. Ce n'est pas une vie de l'esprit, ce sont des faits. Et vous avez justement l'Ukraine qui est présente du côté du Bénin, comme c'est le cas du côté de la Mauritanie, n'est-ce pas? En tout cas, l'Ukraine est présente au Niger, au Nigeria, autant pour moi, l'Ukraine est présente au Nigeria, l'Ukraine est présente en Côte d'Ivoire, l'Ukraine est présente au Sénégal, l'Ukraine est présente en Mauritanie, entre autres, dans une sorte de stratégie d'encerclement. Et il ne s'agit pas, officiellement, c'est une empire diplomatique, mais en réalité, c'est une relation, les laboratoires que le gouvernement ukrainien est en train d'ouvrir. C'est le troisième président. Ce sont les choses factuelles, ce sont les éléments factuels que je mets en débat. Si on était dans une situation, j'ai envie de dire harmonisée, on aurait orienté notre approche analytique sur le prisme, n'est-ce pas, de la coopération bilatérale entre le Bénin et l'AES d'une manière générale. Mais sauf que la situation géopolitique n'est pas normale. La situation géopolitique actuelle n'est pas normale. Que ce soit du côté de l'AES, que ce soit du côté de la CEDEAO. Au moment où nous obtenons cette émission, vous avez des pays, justement comme le Bénin, qui ont décidé de renforcer le matériel, n'est-ce pas, non seulement le budget en matière de défense, mais ils sont en train d'acheter l'armement. Comme du côté de la Côte d'Ivoire, ils sont en train de renforcer le dispositif, n'est-ce pas, c'est-à-dire le matériel militaire. C'est la même chose qui se passe du côté, par exemple, du Nigeria, la même chose qui se passe du côté du Ghana. C'est important de le préciser. Comme au moment où nous tenons cette émission. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des opérations, des exercices militaires conjoints entre le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, entre autres, avec les militaires français. Écoutez, les exercices militaires, ce n'est jamais quelque chose d'anodin, il s'agit de quelque chose, d'une opération qui prépare autre chose. De ce point de vue, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins en ce qui concerne cette dynamique, n'est-ce pas, de souveraineté, cette dynamique, n'est-ce pas, de liberté, et surtout de décolonisation du continent africain. Il y a quelques jours, le capitaine Ibrahim Traoré a été clair en visite dans, n'est-ce pas, les garnisons militaires de son pays. Il a tenu le même discours. Préparez-vous à une guerre de haute intensité. Il s'agit d'une guerre de décolonisation. Par la voix d'un général, ils ont promis de recoloniser le continent africain. Ils viendront directement ou ils passeront par leurs valets locaux. Et je crois que lorsque c'est un haut dirigeant qui en plus c'est un soldat qui vous tient de tels propos, je crois qu'il ne s'agit pas de la paranoïa. C'est une réalité. Et quand vous voyez le dispositif géostratégique de l'Occident, notamment dans la région du Sahel, le Grand Lac ou le Golfe de Guinée, il y a justement une sorte d'encerclement stratégique. Et il faut s'y préparer justement. C'est d'autant que l'AES a des voisins qui ne sont pas du tout très sérieux. Je parle notamment de la Mauritanie, qui n'est pas très sérieuse. Or, il devrait avoir une synergie si, en matière notamment de lutte contre des menaces asymétriques avec les États de l'Est, que non. La Mauritanie et la Libye, une partie de la Libye a décidé d'ouvrir son espace aérien
aux avions de l'OTAN, aux mercenaires ukrainiens. Alors que l'OTAN n'est pas une organisation à proprement parler qui devrait se retrouver sur le continent africain. Ce qui pose un problème. Ça veut dire qu'il y a derrière n'est-ce pas, des projets. J'ai dit, on ne peut pas être par nous. De l'autre côté, toujours vous avez la présence de l'OTAN du côté du Maroc qui ne joue pas franc jeu, mais qui paradoxalement, bien qu'éloigné des États de l'AES, joue le médiateur de la France, du côté notamment de l'AES, pour sauver quelques traîtres, quelques mercenaires. C'est ça qui est la question. Donc, vous avez de l'autre côté l'Ukraine, je veux dire les mercenaires ukrainiens, n'est-ce pas, qui viennent en appui au fort de soutien rapide du côté du Soudan, qui n'est pas non plus loin de l'AES. Ça, c'est important également de le préciser. Que viennent faire les Ukrainiens dans une affaire qui concerne les Soudanais? Que vient faire l'armement militaire ukrainien dans les ports de la Mauritanie et de la Libye? Il s'agit de bien analyser en profondeur ce qui se passe. Et en plus, vous avez comme une sorte de démultiplication des services des renseignements étrangers, des agences étrangères sur nos territoires. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Tchad, c'est le cas de la République démocratique du Congo, c'est le cas des pays de l'AES. Ils viennent sous la bannière, soit de personnes humanitaires, de touristes, entre autres. Il faut donc ouvrir l'œil et davantage ouvrir l'œil, et surtout avec la collaboration des populations. Donc pour sortir de ça, je pense qu'on ne doit pas prendre au sérieux la communication du ministre des Affaires étrangères béninois pour des raisons que je viens d'évoquer. Déjà, M. Talon ne cache pas son amitié avec Macron et ne cache pas son implication dans la politique française du côté de l'espace ouest africain. J'ai l'habitude de le dire, le Bénin, si vous voulez, ses dirigeants sont dans la trajectoire france-africaine, les pays de l'Est sont dans la trajectoire panafricaine. Ça veut dire qu'il y a une idéologie totalement opposée. Il pourrait avoir un rapprochement du point de vue commercial qu'on avait indiqué, du point de vue bilatéral, mais sauf qu'il y a des zones rouges qui, de notre point de vue, constituent des points de divergence. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut rester très prudent. Alors, très prudent. Merci à vous, Albert Anatole Haïssi, pour votre analyse sur la question. D'ailleurs, la première, Dr Yamtimba, au-delà des détails et de ces informations, notamment des risques sur le plan sécuritaire, le Bénin a-t-il besoin ou non des pays de l'AES et particulièrement du Niger sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan des coopérations? Je pense que tous les pays frontaliers ont besoin les uns des autres. Le fond du problème, ce n'est pas... ce n'est strictement cela. Mais en réalité, ce qui est grave, c'est que justement, le fait de partager la même frontière aujourd'hui crée un risque pour le Niger. Il aurait pu y avoir, je veux dire, il y a une frontière entre le Niger et le Burkina Faso, il n'y a aucun problème. Mais là, on a quand même quelque chose qui apparaît, c'est que compte tenu de ce que nous avons dit précédemment tous les deux, ce qu'il a dit, qui venait compléter ce que j'ai dit, nous constatons de façon absolument claire que le Bénin représente un risque majeur pour, pas seulement le Niger, mais pour l'AES. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez déstabiliser l'AES, vous n'allez peut-être pas vous attaquer aux 3 pays en même temps. Vous allez vous attaquer à l'un des pays. En le fragilisant, vous commencez petit à petit à fragiliser tout le dispositif et toute la confédération. Donc, le fait est que la CEDEAO est obligée de créer des règles tout à fait nouvelles qui n'existent pas, qui ne font pas partie de ces statuts, qui sortent de nulle part comme un lapin dans un chapeau de prestidigitateur, comme par exemple cette affaire d'extension de 6 mois, parce que ça permet aux forces déstabilisatrices de gagner du temps.
ils s'achètent un peu de temps pour déstabiliser l'AES. Nous n'avons pas idée, en étant assis dans des pays qui sont en dehors de la CEDEAO, du désastre économique qui se crée là-bas. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, peut-être, on voit sa désaffection économique dans le cadre de son conflit avec la Russie en Ukraine, mais on ne parle pas beaucoup de la désaffection ou des problèmes économiques engendrés par la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, dans cet espace-là. Ce sont des problèmes extrêmement graves. Un port comme celui de Dakar, 30% de son trafic, c'est le Mali. 30%. Le môle 3 du port de Dakar, qui est clairement, comme vous le comprenez, le terminal le plus important, c'est le Mali. C'est 30% du trafic. Le port de Cotonou, eh bien, il est de notoriété publique que 65 à 70% de son trafic, c'était pour le Niger. Vous avez des ports comme une grande partie de ce qui est à Abidjan, c'est pour le Burkina Faso, à peu près 10-12%. Et vous avez des ports comme celui de Tema au Ghana. Une bonne partie de ce qui y arrive va en fait au Burkina Faso. Et à Abidjan, le Mali, c'est à peu près 10%. Dans les pays de l'AES, c'est à peu près 20-25% du trafic portuaire de Côte d'Ivoire. À peu près 70% au Bénin, à peu près 30-40% au Togo, 30% au Sénégal. Vous voyez très bien que ça pose un sérieux problème économique à ces pays-là. Aujourd'hui, ils explorent de nouvelles routes. Ils espèrent trouver de nouvelles routes. Et la crainte de tout le monde, c'est que ça ne va pas seulement faire chuter, parce que malheureusement, une grande partie aujourd'hui de leur approvisionnement se fait par avion cargo pour éviter le traçage dans ces ports-là. Et ils explorent de nouvelles routes. Et en même temps, tout le monde imagine que si certaines routes se créaient, grâce par exemple à leur sortie définitive du franc CFA, grâce par exemple, si jamais un pays comme le Tchad fait route vers l'AES, imaginez que vous ayez des routes qui se créent vers le port de Douala ou le port de Kribi. Ce serait terrible. Parce que si vous avez des routes vous avez de nouvelles arrivées qui se font par le port de Douala et de Kribi, pour le Niger, c'est peut-être un peu plus long que avec le port de Cotonou, parce que Cotonou-Niamey, c'est à peu près 1000 km. Vous aurez Douala-Niamey, ça va peut-être aller chercher dans les 2000, à peu près 1800, 2000 km à peu près. Ce sera un peu plus long. Mais si l'essentiel des marchandises passe par train jusqu'à Ngaoundéré au moins, c'est-à-dire que si on a 100% de ce qui arrive, qui est mis sur les rails et qui arrive donc en Ngaoundéré, ça peut aller beaucoup plus vite que comme quand ils prennent par camion de Cotonou à Niamey. Pourquoi? Parce que le temps que le train va mettre en non-stop, en mettant des trains spéciaux, va réduire la durée du trafic, du trajet, va représenter à peu près 60% du temps du trajet. Et donc, au fond, ce sera plus long, mais ça pourrait revenir beaucoup moins cher. Ou alors on pourrait garder à peu près les mêmes prix. Du coup, vous n'imaginez pas à quel point ça secoue la CEDEAO. Ça secoue sérieusement la CEDEAO. L'Algérie s'est mise en tête de donner la priorité à ces histoires terroristes au lieu de gérer la partie commerciale que le Mali était disposé avant même l'AES. Bien sûr. Or, le Mali était disposé, dès que Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, à utiliser les ports algériens. Ils ont perdu cela, ils le regretteront longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque nous regardons ces aspects purement économiques, l'AES n'a pas l'intention de bloquer la CEDEAO. L'AES ne cherche pas les problèmes à la CEDEAO. Je crois qu'ils ont sorti dernièrement même un document de libre circulation des biens et des personnes. Effectivement. Sauf que la CEDEAO n'a pas renvoyé la contrepartie. Ou peut-être parce qu'elle croit que l'AES fait encore partie de la CEDEAO, donc elle ne revoit pas ses protocoles. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut imaginer que les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO, c'est les mêmes peuples. Donc, ils n'ont pas l'intention
d'engager des problèmes anthropologiques que les autres engagent, que les Français pouvaient créer sans état d'âme, parce que ça ne les concernait d'ailleurs pas. Et donc, ils croient que maintenir cette homogénéité et donc la possibilité pour les familles de se voir, c'est quelque chose d'important. Et il y a d'autres aspects économiques qui sont extrêmement graves, hein, comme par exemple la tabaski arrive. Vous savez que plus de la moitié des moutons consommés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ça vient du Mali. Et comment ils vont gérer ça? Une grande partie des moutons qu'on consomme dans le nord du Nigeria viennent du Niger. Donc, comment vous allez régler ces problèmes? Bon, sauf s'ils vont faire comme Bongo, importer de la neige. Peut-être vont-ils importer des moutons qui viendront peut-être des chameaux d'Arabie Saoudite. Peut-être, je ne sais pas, ils ont assez d'argent. Mais ces choses nous révèlent des problèmes graves, profonds, structurels, qui sont créés par cette incommensurabilité paradigmatique entre l'AES et les autres pays. Nous devons clairement voir qu'on a en même temps un certain nombre de projets qui se concrétisent de plus en plus dans l'AES et qui vont tirer l'AES de plus en plus haut et laisser la CEDEAO de plus en plus bas et de plus en plus loin. Attention à cela, c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui est généralement, lorsque des pays n'ont plus de réponse à vous opposer, qui est souvent source de conflits ouverts. Et vous avez en même temps de l'autre côté l'impact mondial de cette création de l'AES, qui est d'une part que le franc CFA manifestement est éventré et pourra être abandonné rapidement d'ici peu, probablement par ces pays l'année prochaine. Ce serait une superbe nouvelle. Je crois qu'ils ont déjà eu le temps de faire des réserves d'or et ils peuvent avancer. Et les projets qu'ils ont conclus avec la Turquie, la Russie, la Chine, l'Iran, leur permettent aujourd'hui, je crois, de pouvoir avoir une monnaie qui peut être soutenue sérieusement par tout cela. D'autre part, quand nous regardons la situation d'un point de vue purement sécuritaire, la victoire de ces pays sur le front nord permettra en fait ou poussera l'Occident à se demander où est-ce qu'il va pouvoir mettre son réservoir de mercenaires qu'on appelle gentiment terroristes et qui sont dans le nord. L'Algérie a déjà un problème avec ça, parce qu'ils ne savent pas comment gérer ce qu'ils avaient poussé depuis les années 90 au nord du Mali, comment faire pour les récupérer et comment régler le problème de leur retour. Vous savez que le terrorisme se perpétue en grande partie dans le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient parce que les Occidentaux ne veulent pas du retour de leurs fils partis combattre là-bas. Même les contingents publics qu'ils y envoient, ils ne veulent pas du tout qu'ils reviennent. Et du coup, ils forment une sorte d'armée SDF qui est déployée en fonction des opportunités et des menaces, ce qu'ils considèrent comme des menaces partout au Sahel, en Afrique et au Moyen-Orient. Sauf que aujourd'hui, il est évident et clair, ceux qui étaient en Centrafrique, on sait qu'ils sont retournés au Sahel, puisque on sait dans quelle situation le Centrafrique était. Maintenant, ceux qui sont là et qui sont en train d'être progressivement repoussés vers le nord des pays, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va les renvoyer? On va les redéployer où? Vous avez des soldats même qui sont dans des bases militaires officielles comme au Tchad et au Niger. On ne sait pas où les redéployer. Parce qu'on ne veut pas que ces gens-là rentrent en métropole. Donc, il va y avoir de gros problèmes et l'AES doit s'attendre à ça. Or, tant qu'il n'y a pas de réponse à ce type de questions très spécifiques, comment voulez-vous que l'AES fasse confiance à des gens qui pourraient héberger des mercenaires, qui les hébergent d'ailleurs, et qui pourraient les héberger dans l'avenir, et dont l'unique objectif sera de la déstabiliser. Je crois que compte tenu de tout ça, nous devons nous assurer que nous devons suivre ce qui s'y passe et surtout interpeller l'AES pour que l'AES reste vigilante, absolument vigilante, mais surtout continuer à interpeller d'autres pays qui devraient rejoindre l'AES. Parce que l'AES paraît, c'est une solution, mais elle est encore fragile. Il faudrait que nous en soyons conscients
et cela doit nous préoccuper au quotidien. L'AES ne peut pas faire la guerre, ne peut pas résister indéfiniment aux assauts de l'OTAN sous couvert CEDEAO, je sais pas, sous couvert CEDEAO, sous couvert groupe terroriste, etc. L'AES ne peut pas résister indéfiniment à ces gens-là, toute seule. Il faut que, or, si vous avez des pays de l'Afrique centrale qui trouvent le moyen d'une coalition avec l'AES, si les autres pays de la CEDEAO, d'autres pays de la CEDEAO, on leur apporte des garanties qui peuvent leur donner le courage de rejoindre l'AES, un pays comme le Ghana pourrait très bien se désolidariser des autres, parce qu'à cause de sa situation dans la CEDEAO, le Ghana aujourd'hui se retrouve être l'un des pays les plus endettés de l'Afrique de l'Ouest. Donc, des pays comme ça, qui présentent des zones de fragilité, pourraient être démarchés pour rejoindre l'AES, avec déjà l'héritage de Kwame Nkrumah. Mais si vous parlez de l'unité de l'Afrique, vous allez chercher ça là-bas. On peut même continuer à démarcher le Sénégal, même si ça prendra le temps que ça prendra, continuer à démarcher le Sénégal en faisant des choses qui peuvent être parfois simples. Au Sénégal, quelqu'un comme Cheikh Anta Diop est très peu connu. En tout cas, il n'est pas aussi connu et respecté qu'il l'est, par exemple, dans un pays comme le Cameroun. Et l'AES doit savoir qu'au-delà des canons, des avions et des chars, il y a la guerre médiatique. Cette guerre médiatique-là ne doit pas être une guerre de réaction où on réagit à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose. Mais ça doit être une guerre où on garde l'initiative. Donc, par exemple, essayer d'expliquer au peuple sénégalais qu'il n'y a pas de raison que tout l'action panafricaniste venue en Afrique via les Kwame Nkrumah et Cheikh Anta Diop, que eux, ils ne puissent pas s'aligner derrière le plus illustre de leurs compatriotes, qui est Cheikh Anta Diop. Et aux Ghanéens de leur dire, vous ne pouvez mériter d'être Ghanéen, puisque de toute façon c'est Kwame Nkrumah qui donne ce nom-là, vous ne pouvez mériter d'être Ghanéen que si vous pouvez suivre les conseils, la pensée de Kwame Nkrumah, dont l'épicentre est l'unité de l'Afrique. Donc, il y a cette offensive médiatique qu'il faut mener pour pousser les populations, pour amener les populations à contraindre leurs dirigeants à rejoindre éventuellement l'AES à un moment ou à un autre, ou à trouver des mécanismes de coopération stratégique avec l'AES. Nous avons un travail extrêmement important en Afrique. Comment construire un monde qui sera à l'abri des attaques des autres, qui sera capable de résister aux attaques multiformes que les autres mènent contre nous. Nous devons nous devons savoir que ce n'est pas parce que certains États sont contre notre idéal que nous devons cesser de leur parler. C'est ce que le ministre Diop a fait avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Il lui a parlé, il a accepté de discuter avec lui, mais je crois que le ministre Diop est tellement futé, nous avons eu le temps de nous en rendre compte, qu'il l'a poliment écouté, et ben il s'est dit, ok, d'accord, il est très drôle, mais bon, je l'écoute quand même. Et aujourd'hui, les Africains doivent tous se jeter dans cette bataille médiatique. Aller donner un coup de main, aller investir dans l'AES pour la renforcer, aller dans l'AES pour former la jeunesse, mais surtout essayer de répandre le message de l'unité de l'Afrique en prenant l'AES comme un modèle pour éviter que ce bout de terre ne se retrouve isolé comme le Centrafrique est isolé en Afrique centrale. Comment faire ? Essayer de tout faire pour que le Tchad soit convaincu et qu'on puisse aller enfin de l'AES en Centrafrique, ce qui serait quelque chose de fabuleux. Merci, Dr Yamtimba. Albert Anatole Aïssi, il n'y a pas que le Bénin qui estime qu'il faudrait coopérer avec les pays de l'AES. On l'a constaté après la dernière session des pays de la CEDEAO, le Togo et le Sénégal, par exemple, qui, eux, appelaient au dialogue à travers la voix de leur président, à savoir Faure Gnassingbé et puis Diomaye Diakhar Faye. Il s'agissait pour eux de préciser que les pays de l'AES ne veulent peut-être pas revenir au sein de la CEDEAO. On ne va pas les forcer, il faudrait peut-être arrêter d'aller au front pour cela, mais il faut maintenir le dialogue, tout faire pour que le dialogue soit maintenu entre ces différents pays et ceux de la CEDEAO, et particulièrement le Togo et le Sénégal. Est-ce qu'il faut inscrire leurs besoins de dialoguer et de coopérer avec les pays de la CEDEAO dans la même lancée que le Bénin, par exemple?
Écoutez, avant toute chose, il faut quand même apprécier l'honnêteté politique du président sénégalais, qui a reconnu et demandé une refondation de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il y a. Il y a un problème à résoudre à l'intérieur de la communauté ouest-africaine. Pourquoi est-ce que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont claqué la peau de la CEDEAO? Sur moins pour 3 raisons. La première raison, la CEDEAO est infiltrée par des puissances étrangères. C'était la première raison. Ce n'est pas une paranoïa. Macron l'a dit clairement. Je crois que le document existe. La seconde raison, le Niger, le Bénin, le Mali ont été abandonnés par la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme. Mais paradoxalement, lorsqu'il s'est agi d'intervenir militairement au Niger, tout de suite, ils ont pu retrouver des moyens militaires et financiers pour cette opération-là. Alors que ces efforts de synergie, de collaboration devraient être plus objectifs. Et j'ai envie de dire sérieux dans la lutte contre le terrorisme qui menace pas seulement les pays de là, mais toute la zone ouest africaine. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez désormais le Togo qui est attaqué par les terroristes, vous avez le Bénin qui est attaqué par les terroristes, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, entre autres. Bon, alors, ils n'ont pas pu trouver les moyens, ils n'ont pas pu trouver une synergie pour combattre justement ces menaces asymétriques, mais ils ont carrément pu mobiliser, ils ont été capables de mobiliser des moyens militaires, humains, financiers pour aller attaquer le Niger. C'est la deuxième raison qui justifie donc la sortie, n'est-ce pas, des pays de la CEDEAO. La troisième raison, c'est Yamba qui a l'habitude de l'évoquer sur ce plateau. Le manque de solidarité. C'est ça qui est la question. Alors, si nous sommes donc parfaitement d'accord que la CEDEAO est devenue un syndicat de chefs d'État, notamment France-Africain, pourquoi voulez-vous continuer à parler de quelque chose qui n'existe que sur du papier? C'est ça qui est la question. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui parlent de la CEDEAO, ils en parlent pour des raisons peut-être, j'ai envie de dire, pour des raisons de nostalgie, ou bien pour des raisons de convenance intellectuelle ou politique, ou politicienne, j'ai envie de dire. Mais en réalité, la CEDEAO, c'est un machin. Alors, quelle peut donc être la motivation pour les pays de l'AES qui ont clairement indiqué que leur sortie de l'AES est irréversible? Il n'y a aucune raison. Je crois qu'aujourd'hui, même à l'intérieur même de ces États-là qui sont restés membres de la CEDEAO, il y a des divergences de vues. Il y a des postures qui, n'est-ce pas, qui varient. Le Togo n'a pas la même posture que, par exemple, le Ghana, sur cette question de la CEDEAO. La Guinée-Conakry n'a pas la même posture que la Côte d'Ivoire sur cette histoire, entre autres. Donc, je crois qu'il y a au moins 4 pays qui n'ont pas été, qui ont pris du recul lorsqu'il s'agit d'aller agresser le Niger. Ça veut donc tout simplement dire qu'il y a que le mal dans le fruit. Le mal est dans le fruit. N'est-ce pas, les dirigeants de l'AES sont considérés, sont traités de putschistes par ces propagandistes-là. Mais celui qui est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un putschiste. Il est bien putschiste, Madame Bégoudé. Mais Ouattara, c'est bien putschiste, non? Comment est-ce qu'il est arrivé aux affaires? En marchant sur les cadavres de millions d'Ivoiriens. Grâce à une armée étrangère. Est-ce qu'il a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Nous l'avons dit en tout temps, ça a été répété par Robert Bourgui. Que ce n'est pas Ouattara qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Surtout par Soro. Alors, bon, de quoi est-ce qu'on parle? Lorsqu'on parle de putschisme, Ouattara est-il un putschiste ou non? Il faut qu'on soit honnête lorsqu'on parle des choses sérieuses. Est-ce que
Mamadou Doumbouya est-il un révolutionnaire, un putschiste, puisque on lui déroule exactement le tapis rouge au même titre qu'on le ferait pour Talon, qu'on le ferait pour Gnassingbé. Bon, alors il ne faut pas que... Je ne sais pas si ces officiers sont devenus des agences de notation qui attribuent le statut à qui ils veulent. C'est ça qui est la question. D'abord, il faut qu'on commence par être honnête. Maintenant, il y en a qui pensent qu'il faut considérer la sortie du Bénin, du Mali ou bien du Burkina Faso, du CEDEAO, comme, n'est-ce pas, la Grande-Bretagne l'a fait dans le club européen. Je ne sais pas s'il faut il faut établir un parallèle. Parce que les raisons de la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro sont différentes de celles, n'est-ce pas, de ces trois pays qui sont sortis de la CEDEAO. C'est pas la même chose. Parce que je reprends mon corps le narratif du ministre béninois des Affaires étrangères qui indiquait clairement qu'il faut reconsidérer, n'est-ce pas, la sortie des pays de la et de la CEDEAO comme la Grande-Bretagne l'a fait de l'Union européenne. Non, c'est pas la même chose. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, je rejoins absolument, et je suis parfaitement d'accord avec Yamtima lorsqu'il dit que l'AS est encore fragile, mais l'AS est la solution. L'AS sera davantage forte si elle s'élargit. Qu'elle ne soit pas seulement une affaire des pays du Sahel, c'est-à-dire du Niger, du Burkina Faso, bien du Mali. L'AS répond clairement à notre idéal, l'idéal prôné par nos dévanciers du panafricanisme, c'est-à-dire avoir un continent africain qui est uni. J'ai peur pour les vassaux actuels de la France au sein de la communauté ouest-africaine de finir leur vie comme Bokassa, comme Mobutu ou bien comme Omar Bongo. C'est-à-dire après avoir été des bons vassaux qui faisaient la pluie et le beau temps en France, à la dernière minute, ils ont été abandonnés par ceux-là qui les ont utilisés. Et j'ai peur que ce soit le cas de cela. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter, pour le préciser, que le véritable tribunal des dirigeants ou des felons, n'est-ce pas, c'est l'histoire. C'est le véritable tribunal. Donc, il faut, de notre point de vue, il y a certaines dynamiques dégressives qui tendent à vouloir penser, à nous faire penser, non, que les pays de la RS sont face au mur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu craquer la porte, n'est-ce pas, de lui et moi, non. Je crois qu'ils sont méthodiques. Il y a un certain nombre d'instruments qui vont être mis en place. Oui. Il y a un certain nombre d'institutions qui sont sur le point d'être mises en place. Nous attendons de voir. C'est justement parce qu'il y a quelque chose qui se prépare, des projets dynamiques, des projets qui vivent évidemment, n'est-ce pas, à la renaissance africaine, qui sont en cours de se mettre en place, que vous voyez justement cette agitation géopolitique autour, notamment alimentée par l'OTAN, qui n'a pas sa place sur le continent africain, alimentée par des mercenaires étrangers, notamment américains, français, entre autres. Il nous appartient, nous les peuples, parce que les dynamiques révolutionnaires, ce n'est jamais le fait des dirigeants. Les dynamiques révolutionnaires, c'est le fait des peuples. Il faut donc que ces peuples-là maintiennent la pression pour que cette dynamique, n'est-ce pas, révolutionnaire, se démultiplie sur le continent africain. C'est important parce qu'il y a également notre danger, je termine par là, qui menace cette dynamique révolutionnaire. C'est les dynamiques de reproduction des classes sociales. Et ça, il faut absolument combattre ça. Parce que vous avez des dynamiques de reproduction des classes sociales qui veulent justement penser que ceux qui nous dirigent actuellement partis, leurs descendants doivent prendre le relais. Non. Il faut absolument casser ces dynamiques, n'est-ce pas, de reproduction des classes sociales. C'est ce que nous appelons de manière triviale les endocolons. Il faut absolument, parce que ce sont les plus dangereux également. Parce que l'endocolon est encore plus dangereux que justement les colons qui sont partis, mais qui sont restés au travers justement de ces endocolons.
Bien, on vous a compris, Albert Anatole Aïssi, docteur Yam Timba. Avant que nous puissions aller peut-être au standard, un mot sur cette question. Docteur Yam Timba, vous le disiez, il y a de cela quelques jours, on n'invite pas les gens au deuil. Si les gens se rendent compte qu'il faut travailler ensemble, coopérer ensemble au sein de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi faudrait-il lancer des appels de part et d'autre? Et pourtant, il pourrait directement réagir et se ruer vers cette nouvelle, cette confédération, ce nouveau bloc qu'est l'AES. Peut-être avant de vous passer la parole, on nous annonce quelqu'un au téléphone. Monsieur Kofi est au téléphone. Bonjour. Ok. Bonjour, Madame Begoudé. Bonjour, Dr. Nyantima. Bonjour, Monsieur Albert Aïssi. Bonjour, technicien. Bonjour, le standard. Ce matin, je ne serai pas trop long. Dr. Nyantima, là, je fait peur. Hein. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, on prend le président Ibrahim Traoré et on va à une élection ici en Côte d'Ivoire et que Ibrahim Traoré est le candidat de l'AIS, il bat Alassane Dramane Ouattara. Il bat Alassane Dramane Ouattara. Tout candidat, tous les trois présidents, si on les envoie en Côte d'Ivoire contre le pouvoir aujourd'hui, ils gagnent les élections. Parce que ce qui a fait que les Africains ont commencé à détester la France, c'est les injonctions qu'ils donnent au président. Je me rappelle très bien, en 2010, Nicolas Sarkozy dit on va demander à la CEDEAO de sanctionner le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. On a mis les embargos sur les médicaments. Je me rappelle, quand on devrait prendre les sanctions contre le Mali, le Burkina, le Niger, c'est, comme on appelle le président français là, Macron, tu sors pour dire nous allons demander à la CEDEAO de prendre les sanctions contre ces trois pays. Et le lendemain, la CEDEAO sort pour dire que non, ces trois pays-là sont sous embargo, ils ne reçoivent plus de médicaments, les ports sont interdits aux trois pays. Vous voyez? Nous ne sommes pas les marchandises de la France, docteur Nyantima. Nous ne sommes pas les marchandises de la France. La colonisation, là, nous, on n'a pas été colonisés. Moi, je n'ai jamais été colonisé. Je ne connais même pas ce qu'on appelle colonie, là. Je ne connais pas parce que moi, je n'ai jamais été colonisé. La France n'est pas intelligente. Hein. Sinon, si vous avez enseigné votre langue à 15 pays de l'Afrique noire et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pu être des partenaires, c'est que tu n'es pas intelligent. Même quand on parle des Anglais, malgré que les Anglais sont méchants aussi, mais on voit les pays, donc on parle anglais, on voit leur évolution par rapport à la France. L'AIS est une organisation très, très, très puissante. Les terroristes, que le président Tiani parle de leur financement, au Bénin, on appelle un coin W, quelque chose comme ça. Ils sont là-bas. Le président Tiani a cité partout où la France a déversé les terroristes et à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Je voulais dire aux trois présidents, pourquoi ils vont s'inquiéter? La CEDEAO n'a pas de population. La CEDEAO seulement qui est regroupée par, je crois, 5 présidents, bien les 6 présidents qui restent là. C'est leur coopératif. Mais la population est partie avec l'AIS. Dieu merci, quand l'AIS a fait sa communiqué, on dit que la population de la CEDEAO à l'époque, parce que c'est devenu le passé, peut aller dans les 3 pays de l'AIS, circuler librement, faire les affaires librement. Donc, Dr Nyantima, M. Albert ici, la CEDEAO n'a plus de population, c'est l'AIS qui a la population de l'Afrique de l'Ouest. Je vous rassure, quand ça va péter, la France va regretter toutes ses actions en Afrique. On est passé par le canal de Port-U Média pour demander à la France de faire la bonne coopération. On est passé par Afrique Média, demander à la France de faire la bonne coopération. Mais il ne veut rien comprendre. Mais quand ça va péter, madame, je vous rassure, la France va regretter toutes ses actions dans le monde entier. Surtout avec le continent noir.
surtout avec le continent noir. L'AES, ce que je demande, quand ça va arriver, ils n'ont qu'à faire appel. S'ils ont besoin de soldats, ils n'ont qu'à faire appel seulement. On va rentrer à partir de l'AES, l'Afrique va se libérer, madame. Docteur Nyantima, à partir de l'AES, l'Afrique va se libérer. L'Afrique va réécrire l'histoire de Kwame Nkrumah, l'histoire de Patrick Lumumba, l'histoire de Sékou Touré, l'histoire du premier président du Mali, l'histoire d'Olympio. L'Afrique, l'AES va réécrire ça. Et on va être libre. D'abord même on est libre. Moi je n'ai jamais été colonisé, je suis libre. Mais la France va regretter ses actions. Madame, soyez saluée. Docteur Nyantima, soyez salué, merci. Monsieur Albert ici, soyez salué, merci. Bonjour à toutes les appelants de Foyer Média, que Dieu nous garde. La guerre a commencé et on l'a déjà gagnée. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, monsieur Kofi, pour votre réaction ce matin. On reste toujours au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, madame Begoudé, madame. Bonjour. Et je salue le journal Foyer Média. Je salue vos invités, monsieur Dr Yamb. Je salue aussi Albert Anatole Aïssi et je salue tous vos invités. Et madame Begoudé, madame, le problème de l'Afrique, je le dis toujours, ce n'est pas la France ou bien les États-Unis. Le problème de l'Afrique, ce sont les monstres qui nous dirigent. Le problème de l'Afrique, ce sont ces faux dirigeants, Mais pourquoi ne pas arborer son courage, comme l'ont fait Ibrahim Traoré, Abdurrahman Chani et Assimi Goïta? Mais ce sont des hommes comme les autres dirigeants. Mais je suis écœuré, je suis ulcéré quand on me dit qu'aujourd'hui, le patriarche Paul Biya s'est fait inviter par Macron et qu'il s'y rend. Mais qu'est-ce qu'il va chercher auprès de Macron? L'intelligence? La richesse? Ou bien quoi? Mais moi, je préfère lécher la chaussure de Paul Biya que de serrer la main de Macron. La personne la plus vilaine, la plus maudite que Dieu ait créée, c'est Macron. Mais pourquoi se rendre chez Macron? Pourquoi les dirigeants africains qui se croient des dirigeants devant leur peuple, pourquoi ils vont se faire froisser devant Emmanuel Macron? Mais c'est qui Emmanuel Macron? Le plus maudit des Français maudit Emmanuel Macron. Le plus minable des Français ne peut pas voir Emmanuel Macron. C'est le dirigeant le plus minable que la terre ait vu. Aujourd'hui, l'Afrique a été rabaissée par ses dirigeants. Ce sont les dirigeants qui ont rabaissé l'Afrique. En Afrique, aujourd'hui, nous n'avons que 3 dirigeants. Ibrahim Traoré, Abdurrahman Chani et Assimi Goïta. Les autres, ce sont les valets d'Emmanuel Macron. Et que lui-même, Emmanuel Macron, c'est le valet de Joe Biden. Mais aujourd'hui, l'Ukraine de l'Afrique, c'est la CEDEAO. L'Ukraine de l'Afrique, c'est la CEDEAO. La CEDEAO est pour l'Afrique, c'est que l'Ukraine pour la Russie. L'ennemi de l'Afrique aujourd'hui, c'est la CEDEAO. L'ennemi des Africains, ce sont les dirigeants de la CEDEAO. Ce sont ces 28 de la CEDEAO. Regardez comment ils sont 28 devant Emmanuel Macron qui est flanqué. C'est parce qu'ils sont en train de bouffer la chair de leur peuple. Mais il faut développer l'Afrique. L'Afrique est potentiellement riche. L'Afrique est riche sur tous les plans. Il n'y a pas un seul côté où l'Afrique n'est pas riche. L'Afrique est très riche. On a besoin tout simplement des dirigeants qui sont patriotes pour développer l'Afrique. Si l'Afrique au moins a la moitié des dirigeants comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, l'Afrique serait le continent le plus craint de l'humanité, le plus craint de l'univers. Mais à cause de ces médiocres dirigeants que nous avons, aujourd'hui l'Afrique est en train de mendier. Quelqu'un qui est assis sur de l'or, il est en train de mendier. Quelqu'un qui est assis sur un océan, il est assoiffé. Quelqu'un qui est assis dans un grenier, il est affamé. Mais quel genre de dirigeants nous avons? Quel genre de dirigeants nous avons? Il faut dire à nos dirigeants de changer. Ce sont les dirigeants qui vont changer et l'Afrique va changer. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais madame
de Madone, que Dieu protège les Africains, que Dieu protège les dirigeants africains qui sont des patriotes, qui veulent le développement de l'Afrique. Que Dieu protège Foyou Média. Je rejoins Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un sorcier. Que Dieu protège les journalistes de Foyou Média contre les yeux d'Emmanuel Macron. C'est un sorcier, c'est un minable, c'est un traître, c'est un assassin. Merci, madame. Merci à vous d'être passé par ici. On continue au standard. Allô, bonjour. Bonjour Madame Madone, pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, pour ce combat médiatique vraiment puissant qui permet aux Africains de pouvoir connaître leur histoire et continuer la marche en travers la liberté. Parce que là, nous ne sommes pas encore libres. Les indépendances factices que ces gens-là nous ont octroyées, ce n'est pas une indépendance. Et souvent, quand nous en parlons, ils disent que nous sommes des émotionnels. Non, 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 nous ne sommes pas des émotionnels. Nous avons été dans les mêmes écoles qu'eux. Nous connaissons leur histoire, ils nous l'ont enseignée. Mais eux, ils ne connaissent pas trop notre histoire. Ou dans le cas contraire, ils connaissent notre histoire, mais ils feignent d'ignorer que nous sommes aussi des hommes les plus intelligents de la Terre. Et souvent, quand moi je les rencontre, parce que je suis dans leur pays, je leur dis souvent que nous connaissons votre langue, votre manière de vivre, et aussi, nous-mêmes, nous avons nos langues que nous parlons. Si je change aujourd'hui tout de suite dans une autre langue, vous ne me comprendrez plus. Et c'est ça qui fait notre force. Et je leur dis ça souvent, ils me regardent, et souvent nous faisons nos proverbes. Et quand nous les donnons, nous faisons nos proverbes, ils ne comprennent pas. Le président Faure-Boigny leur avait dit beaucoup de choses une fois dans une de ses interviews, dans sa cour dans notre pays. Et il leur a dit beaucoup de choses, ils n'ont pas compris. Et il leur a dit que souvent, nous parlons souvent, en tout cas des tournures avec les arbres ou bien des animaux, que souvent vous ne comprenez pas. Moi, je vais vraiment aller directement pour leur dire que depuis qu'ils ont fait ce crash d'avion à Abuja et qu'ils ont éliminé les 117 experts de la CEDEAO qui devaient aller se réunir, depuis ce jour-là, la CEDEAO était devenue un instrument dans leurs mains contre les Africains. Et depuis ce jour, je crois bien que tous les dirigeants de la CEDEAO devaient même se réunir pour dissoudre la CEDEAO et reprendre à zéro la marche de cette organisation. Et souvent, aujourd'hui, par exemple, les Diomaye Faye, qui sont les jeunes présidents et tous les autres, souvent, ils croient que le peuple de l'Afrique de l'Ouest est un peuple ignorant, qui ne connaît pas son histoire, qui ne savent rien du tout. Mais je leur préviens que la CEDEAO n'est plus une organisation à nos mains, il faut la dissoudre carrément. Parce que c'est un petit syndicat de chefs d'État qui s'en vont se réunir, croyant qu'ils sont en train de prendre des décisions pour les peuples de la CEDEAO. Pourquoi aujourd'hui tout le monde se tourne vers l'AES? Parce que tout ce qu'ils font, c'est cela que la CEDEAO devait faire. Mais si vous ne le faites pas, mais vous êtes ennemis des peuples africains. Donc aujourd'hui, où nous sommes, s'ils étaient des hommes intelligents et qui croient qu'ils sont des Africains et qui ne sont pas des Mars blancs, des Noirs aux Mars blancs qui sont là aujourd'hui, mais qui prennent la décision de ne plus continuer cette lutte-là contre l'AES, parce que ça va se retourner contre eux-mêmes. En tout cas, qu'ils le disent clairement, parce que quand les jeunes Africains vont pouvoir s'armer pour aller en guerre, pas une guerre médiatique, mais à la guerre en elle-même, visible, contre eux, c'est ça qu'ils vont comprendre. Et moi, je voudrais bien que nous faisions cette guerre-là. Parce que la guerre que les jeunes gens et tous les peuples, l'Afrique noire, vont commencer à faire, surtout au sud du Sahara, au niveau
du Cameroun, l'Afrique centrale, avec les 14 pays. Cette guerre que nous allons faire, ça sera notre guerre de libération totale et de l'indépendance de l'Afrique. Et notre souveraineté passera par là. En Indochine, ils l'ont fait. En Algérie, ils l'ont fait. Et c'est nous qui devons faire cette guerre-là. Le Cameroun l'a fait, mais le Cameroun a été infiltré encore. Et aujourd'hui, le Cameroun est devenu, en tout cas, un instrument aussi dans leurs mains. Et c'est vrai, les Mouyobé, tout cela, on fait cette guerre-là. Et cette guerre, c'est la jeunesse actuelle et la population actuelle de l'Afrique noire qui doit faire cette guerre-là. Voilà. Si nous ne faisons pas cette guerre, ça ne va pas. Vous avez écouté le président Tiani dans son discours depuis avant-hier. Mais tout ce qu'il a dit, voilà ce qu'il prépare contre nous. Et ils l'ont dit eux-mêmes, qu'ils vont aller recoloniser l'Afrique. Donc, ils sont en train de se redéployer sur l'Afrique afin de nous mener la guerre. Et c'est pour cela que les présidents de la CEDEAO, nous les soutenons. Si cette guerre se déclenche, nous irons en guerre. Merci beaucoup. Merci à vous également. Nous restons au téléphone toujours. Nous te rappelons tout de suite. Merci d'être là. Vous êtes en direct. Allô, bonjour. Oui, allô. Et allô, bonjour Madame Begoudé, et bonjour Monsieur Anatole Aïssi, et bonjour Monsieur le docteur Yantimba. Merci pour vous. Et pour ce que vous faites, toujours, nous sommes en direct avec vous. Le matin, on se réveille très tôt pour pouvoir suivre l'émission. Et le soir aussi, nous sommes toujours là. Merci beaucoup. On n'a pas de mots, on n'a rien à vous dire que merci et que Dieu vous garde en vie. Oui, concernant la CEDEAO, le ministre béninois est sorti, s'il a fait des déclarations, moi je vois que c'est personnel. Ce n'est pas pour l'État ou bien, il n'a pas dit ça au nom de l'État béninois. Car nous tous, nous savons, je suis au Togo. Je suis un Malien né au Bénin, mais je vis au Togo. Donc, je vois la CEDEAO, l'AES et la population qui vivent dans le Bénin, en plus le Togo, que ce soit au Burkina, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes, on se marie entre nous, on a toutes nos familles qui sont tous mélangées. Donc, les peuples n'ont pas de problème, seulement les dirigeants. Mais ce que je veux dire à l'AES, c'est toujours de faire attention et se méfier avec le gouvernement béninois. Car malgré qu'ils disent qu'ils font de doucement, c'est pourquoi je dis, si le ministre parlait, il a parlé personnellement. Mais le gouvernement de Patrice Talon ne dit rien de la vérité. Parce qu'il y a les bases militaires à Kandi et à Portage, après Natengu. Donc cela montre que les bases militaires dont on parle, ce n'est pas les bases militaires béninoises, c'est les bases militaires françaises. Donc maintenant, quand l'AES ou bien dans le Burkina, on frappe ces terroristes qui n'arrivent plus à rentrer dans le Bénin directement, ou bien dans le Niger, revenir dans le Bénin. Donc tout cela, quand maintenant le Niger ou le Burkina vont percer, ils vont percer ce vrai gaz. C'est par là maintenant, ces terroristes-là vont rentrer. C'est par là qu'ils vont rentrer pour déstabiliser l'AES. L'AES, nous le soutenons. Nous continuons à soutenir toute la jeunesse panafricaine, toute la jeunesse africaine aujourd'hui. Nous sommes éveillés grâce à vous et du travail que vous battez matin, midi, soir. Et nous prions que Dieu vous donne longue vie et qu'on a aussi des médias, plus de médias comme vos médias, pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes africains pour qu'on puisse savoir ce qui est réellement en jeu concernant notre continent, pour qu'on puisse aller de l'avant. Là, je ne vais pas monopoliser la parole, juste c'est pour vous dire merci et dire merci à l'AES. La bataille est là. Nous savons que c'est une bataille à longue haleine, mais on ne finira pas vaincre, on ne finira pas avoir la victoire. Ça serait tellement difficile, mais on ne finira pas gagner, Inch'Allah. Là, je vous dis bonjour et joyeux Noël et surtout bonne année.
Toujours, on essaie, mais on ne trouve pas à vous contacter. Mais... Merci pour vos souhaits. Merci également pour votre soutien et votre fidélité. Et puis, une autre personne au téléphone que nous recevons tout de suite. Bonjour, bienvenue à cette émission matinale informative. Vous êtes en direct. Bonjour, madame Begoudé. Je suis très respectueux justement nos invités sur le plateau. Dr Yamtimba, monsieur Haïti. Voilà, j'ai pris l'émission là au vol, mais j'ai pu lire la thématique et je comprends quand même un peu de quoi il s'agit. Il y a le Bénin qui dit vouloir continuer sa coopération avec les pays de l'AES. Moi, je pense qu'on ferait... Ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina qui a rompu la coopération avec les pays de l'AES. Non, ils n'ont rompu la coopération avec aucun pays de l'AES. C'est plutôt l'inverse. Par conséquent, on peut dire maintenant que nous voulons reprendre la coopération. Et si vous voulez reprendre la coopération, il y a des conditions pour cette reprise. Donc, si nous, les autres, vous font suffisamment confiance, ils pourront accepter. Et pour vous faire confiance, je crois qu'en temps, le Niger avait détecté qu'il y a des bases militaires un peu partout autour de lui. Le Niger avait détecté qu'il y a des gens conformes, des terroristes conformes qu'on est en train d'armer autour de lui. Si vous ne résolvez pas ces questions-là, je crois que ce que nous faisons parle mieux que ce que nous disons, au point où on n'a même plus besoin de parler. Je dis ça pour dire simplement, montrer patte blanche, pas des actes concrets, prouver que maintenant vous vous êtes rendu compte de vos erreurs et que maintenant vous voulez revenir maintenant coopérer sur de nouvelles bases avec une franchise. Ça va passer. Si vous tenez compte de vos intérêts personnels et que vous mettez de côté l'intérêt supérieur de la nation, des populations, ça ne peut pas passer, ce n'est pas bien. Alors donc les pays de la CEDEAO, vous voyez, CEDEAO, moi je perçois même, je regarde même la CEDEAO comme étant une entreprise dont le promoteur est la France. Le promoteur fera de son entreprise ce qu'il veut. Et donc, au sein de la CEDEAO, les gens ne s'appartiennent pas. Ils sont tenus de respecter leur serment vis-à-vis de la France. Et si la France demande quelque chose, ils vont le faire. Par conséquent, il faut que l'AES soit très vigilant. Soyez vigilants et sachez avec qui vous allez coopérer. C'est très important. Si vous commettez l'erreur, là, ça va être très difficile. 6 mois, ça fait qu'on prépare déjà un coup pour vous déstabiliser en 6 mois. Parce que tout délai supplémentaire de 6 mois n'est prévu nulle part dans les tests de la CEDEAO. Donc, si on invente ça aujourd'hui, ça fait que c'est pour cause. Et si vous ne faites pas attention, ce qui a lieu de faire maintenant, là, tout de suite, c'est que vous devez commencer d'abord par faire, comment on appelle ça, la course aux armes. C'est ça ce qu'il faut faire. Vous devez rechercher aujourd'hui de quoi tenir devant ces différentes attaques qui vous viendront de partout. Si vous ne faites pas la course aux armements, c'est que vous aurez eu tort. Commencez très tôt à avoir les missiles, c'est-à-dire que les plus sophistiqués de dernière génération. Est-ce que vous avez déjà les satellites de dernière génération qui vous permettent de surveiller tout ce qui se passe autour du Sahel et à l'intérieur du Sahel? Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez par le faire dès maintenant. Et après ça, vous devez écrire, vous devez pondre des communiqués pour dire à l'endroit de tous les peuples des pays que vous soupçonnez, vous attaquez là. Passez des communiqués pour dire à ces populations-là que vous êtes là, vous n'agressez personne. Mais si le malheur doit venir des pays autour de vous, doit vous venir par là, vous ne pourrez pas croiser les bras. Et dans votre réaction, ça peut aller dans tous les sens. Si vous dites ça à ces peuples-là, ils pourront prendre leurs responsabilités parce que le pouvoir qui s'exerce dans chaque peuple, ce n'est pas le pouvoir du président, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir, qui a délégué son pouvoir au président. Le président doit écouter ce que dit le peuple. C'est ça ce que vous devez faire pour mettre les gens devant leurs responsabilités. Parce que quand ce sera le moment, si les gens vous attaquent, vous devez réagir. Et donc, nous ne souhaitons pas ça. Mais prenez vos dispositions. L'AES, c'est pour la libération de l'Afrique et nous n'avons pas à faire autour de cette question-là. Voilà ce que j'ai voulu dire pour ma participation de ce matin.
Merci à vous pour votre participation, très importante d'ailleurs. Merci pour vos points de vue et autres préoccupations. Y a-t-il quelqu'un d'autre au téléphone? Oui, allô, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame le journaliste. Bonjour, bon, moi, je voulais que notre dirigeant là, n'a qu'à faire attention avec les gens de CEDEAO là. Jusqu'à présent, il n'a pas fini de faire le complot contre le pays. Vraiment, on doit nous dans des l'AES là, on est fiers avec notre dirigeant, on est fiers de faire l'immédiat. Tous les le travail là que nous sommes en train de faire avec le pays. Vraiment, mais ce que je demande toujours, le dirigeant n'a qu'à continuer de faire attention avec les gens là. Et puis, le travail là qu'ils sont en train de faire, c'est pas pour eux-mêmes qu'ils sont en train de faire, c'est les plans de la France qu'ils sont en train d'exécuter tout le temps. Sinon, le travail là qu'on devait faire quand on a annoncé le retrait du pays là à la CEDEAO. Dans un an, on devait faire le processus de la sortie de ce pays, comment on va travailler ensemble. Après, le délai qui est arrivé maintenant, ils vont proroger à qui. Tout ça, c'est le complot de la France. Vraiment, je salue tous les médias africains et puis tous les forums médias, tous les auditeurs. Merci, bonne journée. Bon travail. Merci à vous également. Bonne journée. On prend une dernière personne au téléphone et on reviendra sur le plateau. Allô, bonjour. Oui, bienvenue, bonjour. Vous êtes en direct. Bonjour, bonjour Voyou Télévision. Bonjour Madame Begoudé. Bonjour à tous les milliards de téléspectateurs de Voyou. Bonjour à tous les techniciens. Avant tout propos, permettez-moi de saluer la résistance du général Louis-Philippe Ndéon, actuellement en prison en République du Bénin. Mon général du courage. Louange à Dieu le vrai, créateur de la terre et du ciel, Dieu le vrai, qui aujourd'hui est en train de nous guider pour que nous puissions arriver à la libération définitive et complète de notre continent. Esclavagisé, colonisé, humilié, aujourd'hui méprisé. Vous savez, dans la lutte panafricaniste, il y a toujours une logique. La logique est très simple et très claire. Encourager ceux qui veulent laisser la France et décourager ceux qui veulent l'impérialisme et la France dessus, et décourager tous ceux qui veulent soutenir l'impérialisme international avec en Afrique de l'Ouest, sponsor spécial, la France. Nous avions décrié, au temps de l'agression de la France à travers la CEDEAO, le comportement du Bénin. Et nous continuons de le décrier. Mais aujourd'hui, nous saluons le petit pas qui est en train d'être mené par le gouvernement béninois à se dissocier d'une guerre qui se prépare, parce qu'il y a une autre guerre qui se prépare contre l'AES, et ce que la France est en train de financer. Celui qui a écouté très bien hier, le digne président patriote, le général Abdourahmane Tiani, comprenait de quoi je parle. Nous apprécions le petit pas du gouvernement béninois qui est en train de se dissocier de certains comportements mafieux, terroristes et criminels contre l'Afrique. Parce que qu'on ne se lève pas la face, l'AES, nous, aujourd'hui, ça constitue le cœur de l'Afrique. L'AES, ce n'est pas seulement pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, mais c'est pour toute l'Afrique. Nous encourageons ce petit pas. Cela ne veut pas dire que nous sommes ignorants ou incrédules ou encore moins des idiots. Nous savons combien l'impérialisme peut presser un État à aller jusque là où il ne veut pas aller. Donc c'est pourquoi nous demandons, comme l'a demandé le président Ibrahim Traoré, de mettre en alerte maximale
les troupes africaines, ce ne sont même pas seulement les troupes de l'AES, les troupes africaines et la jeunesse africaine à surveiller les frontières de l'AES. Parce que c'est pour ça que nous vivons aujourd'hui. Et ne perdez pas de vue, parce que j'ai souvent mal au cœur lorsque j'entends que c'est le Bénin seul on attaque. Effectivement, le Bénin était dans le coup. Et ça peut être le cas actuellement. Mais le Togo, c'est le pays le plus criminel. Le pays le plus dangereux, même plus dangereux que la Côte d'Ivoire. Puisque le Togo, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la géopolitique internationale, le Togo constitue le soft power américain. Lorsque la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les autres vont jouer le hard power de l'autre côté, voilà le soft power qui constitue le Togo, qui serait en train de dire les matériels que importe qu'on appelle l'AES pour se protéger, pour qu'au moment opportun, ça puisse frapper. Nous savons ce que font les Togolais. Nous savons ce que fait Faure Gnassingbé. Nous ne sommes pas ignorants. Nous sommes panafricanistes. Et le panafricanisme, c'est la réflexion supérieure sur toutes les autres réflexions. Ce n'est pas pour se vanter, mais c'est la pure réalité. Rien ne se passera. Nous sommes en avance. À plus de 20 ans de réflexion, qui ne se croient pas qu'on appelle plus intelligent que nous. Nous surveillons avec grand intérêt le comportement du gouvernement béninois, puisque le premier pas est salutaire, il faut le dire, et nous les appelons à aller d'avance en ouvrant les frontières avec qu'on appelle le Niger, en montrant leur bonne foi bien sûr, pour que les autres puissent ouvrir, et avec le Burkina Faso, et de continuer dans cette voie de pacification de la sous-région. Ce combat, Mme Bégoudé, je dis bien, personne qui soit journaliste militaire ou quoi, ne peut l'arrêter. Comme le dit le guide suprême du panafricanisme moderne, le président Bandakani, c'est un combat qui a pour propriétaire le vrai Dieu. Et personne n'a jamais combattu Dieu. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Merci à vous, Sidi. C'était le dernier appel ce matin pour nous permettre de conclure sur la première thématique et d'aborder la dernière avant la fin de ce programme. Docteur Yamtimba, vous aviez la parole. Il était question pour vous de revenir sur les propos béninois peut-être, mais surtout sur le fait qu'il devrait exister une solidarité. Mais pourquoi cette solidarité devrait partir d'un appel des pays de l'AES au soutien ou encore à rejoindre ce bloc, et pourtant les autres pays africains sont bien en danger eux aussi de déstabilisation, de déconstruction ou encore autres dangers sécuritaires et même économiques. Il faut savoir que au moins la moitié des dirigeants africains ne sont pas au pouvoir parce qu'ils l'ont vraiment voulu. Peut-être même ça pourrait être les 2 tiers ou les 3 quarts. Ils sont au pouvoir parce que des lobbies internationaux ont voulu qu'ils soient là. Et il ne faut pas que nous nions la réalité. Les choses du genre, je ne suis pas colonisé, je n'ai jamais été colonisé. Il ne s'agit pas d'avoir été colonisé soi en tant qu'individu, mais les pays ont été colonisés. C'est un fait historique, il ne faut pas le nier. Si on nie de tels faits historiques, on crée un problème. Parce que si vous dites « nous n'avons jamais été colonisés », rien ne justifie donc la lutte que vous menez aujourd'hui. Vous luttez alors contre quoi? Contre quoi? C'est du vent. À partir du moment où vous reconnaissez, vous constatez que quelqu'un a pris possession de vos territoires, quelqu'un les pille, quelqu'un les exploite impunément et ingénument, quelqu'un est capable de laisser 20 millions de tonnes de déchets radioactifs dans votre pays et s'en fout, mais pendant ce temps mène la belle vie dans son propre pays. Quelqu'un peut avoir installé le franc CFA dans votre pays, etc. Ça veut dire que vous avez été colonisé. Et vous parlez une langue qui n'est pas la vôtre, c'est la langue de quelqu'un d'autre. Le premier constat qui montre que les pays africains ont été tous colonisés, c'est que vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez portugais, vous parlez espagnol, vous parlez arabe. Ce n'est pas des langues africaines. Donc à partir de là, le combat que vous menez pour vous libérer se justifie. Si vous ne faites pas ça, personne ne comprendra contre quoi vous luttez. Ça veut dire que vous êtes devenu fou. Il n'y a qu'un fou qui est libre et qui se bat quand même. Vous vous battez alors contre quoi?
Alors que, donc, ça, c'est des choses extrêmement importantes que nous devons toujours garder en esprit. La solidarité dont les Africains ont besoin, ce n'est pas une solidarité de convenance. C'est une solidarité nécessaire parce que nous sommes dans une situation de domination, de colonisation déguisée, mais probablement de façon plus précise, de néocolonialisme, comme l'appelle Kwame Nkrumah. Et cette situation-là a ceci de particulier que, malheureusement, elle prive nos populations de leur bien-être, elle prive notre jeunesse de ses rêves, elle prive nos personnes âgées des conditions optimales pour passer une vieillesse agréable, et elle prive les hommes adultes de la capacité et du cadre d'expression de tout leur potentiel pour construire leur pays. Donc nous devons savoir que tout cela est lié à la fragmentation du continent. Vous avez des tout petits États. Il y a quelqu'un qui me posait l'autre jour un argument en me disant « Oui, mais quand même, l'Europe est tout aussi fragmentée. » Et je lui disais qu'il avait un problème avec l'histoire. L'Europe est fragmentée, mais l'Europe n'a pas été colonisée au 19e et au 20e siècle. Donc, et en plus, les Européens ont eu le temps, pendant toute cette période-là, ce sont eux qui se sont réunis en 1884. Ça veut dire qu'ils avaient pu trouver la base d'une solidarité qui leur a permis de conquérir et de coloniser le reste du monde. Pendant tout le XXe siècle, même s'il y a eu 2 guerres mondiales, l'Europe a eu le temps d'affiner sa proximité et de pouvoir, à un moment donné, grâce à l'époque, c'était la communauté économique européenne, parce qu'ils ont formé une communauté, la communauté économique européenne, et de consolider dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'eux, ils se sont unis. Même s'il y a beaucoup de pays, certains sont très petits en Europe, ils sont unis. Et c'est cette union-là qui leur permet de piller le reste du monde et d'être d'accord sur un certain nombre de faits comme le pillage du monde. C'est pour ça que nous devons, nous les Africains, lire davantage les Africains. Lorsque Abou parle du complot du franc CFA et de l'euro contre l'Afrique, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que vous avez toute l'Europe qui s'entend pour créer l'Union européenne, qui s'entend pour créer l'euro. Ceux qui ne sont pas dans l'euro soutiennent quand même, par le fait qu'ils sont membres de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas des pays de l'Europe du Nord qui ont leur monnaie, mais qui soutiennent quand même ce complot contre l'Afrique. La Russie, qui faisait partie du Conseil de l'Europe, n'a pas réagi à l'époque, mais c'était une Russie faible. La Russie des années 90, sous Boris Yeltsin, quand on crée l'Union européenne et quand on aboutit à l'euro, ce n'était pas une Russie qui était capable de dire quoi que ce soit. Donc, vous voyez que c'est tout un continent qui s'est entendu pour dominer le reste du monde. Et aujourd'hui, particulièrement pour piller l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique doit tirer les leçons de tout cela. Nous devons tirer les leçons de tout cela. Nous ne pouvons pas continuer à dire « Oui, mais l'Europe est fragmentée. » Non, l'Europe n'est pas fragmentée. Ça veut dire que vous ne savez pas lire le monde. L'Europe est unie. Vous, l'Afrique, vous êtes fragmentés. Vous avez d'ailleurs, on vous fait d'ailleurs répéter tous les jours « Ah, nous sommes l'Afrique hispanophone. Nous sommes l'Afrique francophone. Nous sommes l'Afrique anglophone. Nous sommes l'Afrique lusophone. » Vous avez même des unions. Hein? Vous êtes l'Afrique francophone, vous êtes membre de la francophonie. Vous êtes l'Afrique anglophone, vous êtes membre du Commonwealth. Les autres sont membres de l'Organisation des États lusophones. Les autres arabophones. Les autres disent qu'ils sont arabophones. Bon. Donc, vous ne vous rendez même pas compte que le monde entier veille à vous fragmenter. C'est-à-dire que tout le temps, on s'assure que vous n'êtes pas unis. Les seuls cadres d'union que vous avez qui existent, sont des cadres de façade. Banque africaine de développement. Banque africaine de développement, c'est plus une banque américaine et japonaise qu'une banque africaine. C'est pas parce que le président est africain. Il peut faire le président africain, il est nigérian, la vice-présidente opérationnelle et exécutive, elle est camerounaise, mais tout ça, c'est pas eux qui décident. C'est les 2 ou 3 cadres américains ou japonais qui sont là. Ils sont simplement directeurs qui décident de ce qui se passe là-bas. Ensuite, vous avez le franc CFA. Bon, qui est
on a maquillé un peu franc de la coopération financière, franc de machin et tout ça, mais qui veut dire franc des colonies françaises. Ce qui est un rebond que je fais auprès de notre ami qui disait que son pays n'a pas été colonisé. Non, vous avez été colonisé, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. L'autre chose, c'est que vous avez l'autre affaire qu'on appelle l'Union africaine. Bon, l'Union africaine, 650 millions de dollars de budget. Bon, vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font avec 650 millions de dollars. Ils font même quoi avec ça? Non, on y arrive. Ils font quoi avec? Vous connaissez, vous, beaucoup de choses qui ont été créées. On vous déjà dit que c'est l'Union africaine qui les a créées dans vos pays. Bon, ils ne sont déjà pas capables de réunir 650 millions de dollars, mais ils étaient quand même capables de réunir toute une armée pour aller détruire le Niger. Une seule petite partie, la CEDEAO. Ils avaient les moyens pour ça, mais ils n'ont pas les moyens pour couvrir les 650 millions de budget de l'Union africaine. Ils ne peuvent couvrir tout le continent que 250 millions. Le reste, ils tendent la main. Alors, vous passez votre temps à tendre la main à tous ces pays, à des pays qui vous pillent, à des pays qui détruisent votre jeunesse et qui rendent la vieillesse de vos parents terrible et difficile. C'est là où vous comprenez que l'Afrique est pauvre. Mais au fond, elle l'est-elle? Parce que la question devient, si les 500 milliards d'euros que la France pique via le franc CFA au reste de l'Afrique, si c'est nous qui les avions, on serait quand même un peu plus riche. Un. Deux, si le commerce entre l'Afrique, qui n'est que de un peu moins de 10%, au fond, personne ne sait réellement de combien il est, parce qu'il n'y a pas de statistiques viables dans ce domaine. Bon, on suppose que c'est 10%. Okay. Alors, sur ces 10%, du commerce intérieur de l'Afrique, si on pouvait remonter ça simplement à 35%, l'Afrique deviendrait aussi riche que l'Europe, seulement à 35%. C'est une loi des nombres. L'Union européenne, c'est 200, je parle de l'Union européenne, ils sont 270 millions, nous sommes 1,5 milliard. La proportion est telle que ça fait 6 fois leur population. Donc si nous remontons le commerce intérieur qui atteint un tiers de nos échanges, nous devenons plus riches que l'Union européenne. Alors, le problème, c'est que vous avez donc, pour pouvoir y arriver, nous devons nous réunir. Nous devons nous unir. Nous devons nous réunir parce qu'on était unis avant. Nous devons nous réunir. Et cette action de solidarité est la base de tout. Ça veut dire que c'est la seule chose que nous pouvons faire, 1, pour sortir de la pauvreté, 2, pour développer nos États, 3, pour être suffisamment puissant, pour être craint par les autres. Et il faut que les gens arrêtent les histoires de l'AES est craint, l'AES est machin. L'AES, c'est rien du tout. L'AES, c'est à peine 100 milliards ou 150 milliards de dollars de PIB, c'est 72 millions d'habitants. Donc vous appelez à la solidarité, justement. Donc c'est rien. C'est un pas. C'est une vitrine. Ça montre ce que nous devrions faire. Mais l'AES n'est pas tellement puissante que les gens commencent à croire que c'est des présidents craints. Personne ne craint ces présidents, croyez-moi. Si les gens les craignaient d'ailleurs, ils ne seraient pas en train de chercher à les déstabiliser. Ce qui est évident. Qui cherche à déstabiliser les États-Unis? Personne n'ose. Parce que personne n'essaye. Parce que c'est les États-Unis. Là, on parle d'un pays qui est craint. L'AES, c'est notre petit bébé et nous devons tous venir nous mettre tout autour. C'est notre premier pas et nous devons consolider ce pas en nous assurant que nous formons autour de l'AES tous ensemble le grand ensemble dont nous rêvons et à ce moment-là, nous serons craints. Okay. Et nous devons cesser en Afrique de faire de l'autoglorification tout le temps. Nous sommes tout le temps en train de nous dire que oui, on a ceci, oui, on est les plus intelligents, oui, il faut arrêter ça. Ce sont des choses qui font que nous manquons finalement de rigueur et nous ne faisons plus finalement les efforts qu'il nous faut pour atteindre le niveau que nous voulons atteindre. Nous sommes un continent pauvre. Il faut que les gens arrêtent de bavarder. Pauvre dans la vie quotidienne, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de ressources. Ça ne veut pas dire que ce qui est produit réellement en Afrique ne ferait pas de nous un continent riche. Mais ça veut dire une chose extrêmement importante que nous devons garder en tête. Quand vous allez dans les rues en Afrique, c'est de la boue et de la poussière. Ça veut dire que les gens sont pauvres. Il faut donc réorganiser, repenser le continent
pour que finalement ils puissent s'organiser dans le sens d'apporter un bien-être et une qualité de vie dont les populations ont besoin. Merci, Dr Yam Timba. Vous nous avez ainsi permis de sortir de cette question sur les propositions de coopération du Bénin avec les pays de l'AES. Albert Anatole, ici, on ouvre notre dernier sujet avec vous afin d'avancer rapidement. On en parlait déjà tout à l'heure de cette déclaration de Sergueï Lavrov depuis la Russie. Il estime aujourd'hui que la Russie ne peut se contenter de cesser le feu sur le territoire ukrainien. Il s'agit plutôt aujourd'hui d'avoir de véritables accords qui permettraient d'avoir la paix et surtout d'arracher complètement l'épine du conflit, les causes profondes de ce conflit avec l'Ukraine. Albert Anatole, ici, le président Vladimir Poutine le disait déjà lors de son bilan de l'année 2024 face aux médias. La Russie est prête à avoir des discussions avec l'Ukraine, même s'il a mis l'emphase sur le caractère illégitime du président Zelensky, mais il a quand même précisé, la Russie est prête à discuter avec l'Ukraine et a toujours été prête d'ailleurs. Ce sont les Ukrainiens et ses alliés qui refusent de discuter. Pas de cessez-le-feu. Comment interpréter ces propos de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie, et comment les mettre dans le contexte, sachant les alliés justement de l'Ukraine? Écoutez, quelles sont les raisons qui ont engagé la Russie du côté de l'Ukraine? C'est deux raisons majeures. La première, démilitariser l'Ukraine, qui a été militarisée par l'OTAN, en violation des accords de Minsk. La seconde raison, c'est la dénazification de l'Ukraine. Je pense que c'est deux raisons qui ont engagé la Russie en Ukraine. Il vous souvient qu'aux premières heures de cette réaction russe du côté de l'Ukraine, il a été mis sur la table des éléments de négociation, ou bien si vous voulez un accord de paix. Bien évidemment, Zelensky était d'accord au départ avec certains pays européens. Mais qu'est-ce qui a été dit à Zelensky par les États-Unis? Non, il faut continuer, nous allons te soutenir. Il faut continuer, nous allons te fourguer des armes. Il faut continuer la guerre, nous allons te fourguer des dollars. Il faut continuer la guerre, nous allons te fournir de l'argent. Pourquoi? Parce que justement, cette guerre-là se passe à des milliers de kilomètres de Washington. Ce ne sont pas des enfants qui meurent. Ce ne sont pas des Américains qui meurent en Ukraine. En dehors des mercenaires, ce sont des Ukrainiens qui meurent par centaines. C'est pour ça que Biden a adopté la posture de l'arrogance, comme à leur habitude. Mais pourquoi aujourd'hui et maintenant, de plus en plus, il a évoqué une sortie par ce qui a été refusé hier, c'est-à-dire par un accord de paix. Certainement, le retour de Trump à la Maison-Blanche a entraîné certainement de faire bouger les lignes géopolitiques, certainement. Mais sauf que la posture, je veux dire, la déclaration du ministre des Affaires étrangères nous suggère une question. Qui c'est le véritable interlocuteur de la Russie? Donc, ça ne peut pas être l'Ukraine, ça ne peut pas être non plus Zelensky. C'est qui est la question? Qui c'est le véritable interlocuteur? Au regard des éléments factuels que je vais de mettre en vitrine, ça veut dire que, en fait, c'est ceux qui fourguent les armes et argent à Zelensky qui vont déterminer, qui vont exiger si oui ou non il doit véritablement ouvrir n'est-ce pas, le chemin vers le dialogue ou bien vers un accord de paix. Pour vous relancer, pour l'instant, ces différents alliés dont vous parlez continuent de mettre le curseur uniquement sur un cessez-le-feu et d'après la Russie, c'est une manigance dans le but de gagner du temps. D'accord. Un cessez-le-feu, mais sur la base de quoi? Parce qu'un cessez-le-feu, c'est à peu près la même chose qu'un accord de paix. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans un cessez-le-feu? Pour négocier
Oui, si on doit pouvoir négocier, quelles sont les conditions de négociation? C'est qui est la question? Parce que, paraît-il, les conditions de cessez-le-feu proposées, telles que proposées par la Russie, ont été rejetées par les États-Unis, si vous ne voulez pas l'OTAN. C'est ça qui est la question. Donc il fallait, de la vie de Washington, négocier un cessez-le-feu, ou non, un accord de paix, dans les conditions imposées par lui, par Washington. Et non dans les conditions imposées ou suggérées par la Russie, qui, il faut le dire, certains de ces territoires ont été annexés par le passé. Et qui s'est engagé dans une guerre de reconquête de ces territoires annexés par l'OTAN. Il faut également le dire. Tout à l'heure, j'ai indiqué les accords de Minsk 1 et de Minsk 2. Qu'est-ce que Mme Angela Merkel nous a dit? Que c'était pour des accords de paix signés entre guillemets, entre la Russie et l'OTAN. C'était pour permettre à l'Ukraine, n'est-ce pas, de prendre du gain du temps pour s'armer. Donc, en fait, ça ne valait que dalle, ces accords de Minsk. Dès lors que vous avez en face des interlocuteurs qui sont de mauvaise foi, vous ne pouvez pas plus leur faire confiance. C'est ça qui est la question. Aujourd'hui, Trump est en train de dire, de s'assurer que, bon, écoutez, il faut en tout cas cesser le feu, quitte à sacrifier les territoires qui ont été récupérés par, je n'ai pas envie de reprendre le narratif, qui ont été récupérés par la Russie. C'est le prix d'un cessez-le-feu. Mais ce n'est pas ce que la Russie exige, en tout cas, du moins en ce qui concerne le discours officiel. Ce que la Russie exige, entre autres, garder sa souveraineté sur la Crimée et les autres, les républiques de Donetsk et consorts, c'est également que l'OTAN parte de l'Ukraine. Et que l'Ukraine n'intègre jamais l'OTAN. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train justement d'ouvrir les portes grandes à l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà encore une ligne rouge du point de vue de Moscou à ne pas franchir. Mais sauf qu'en face, chacun, dans ce qu'ils appellent généralement la manifestation ou l'application du rapport de force, ils sont en train de vouloir faire un passage en force, c'est-à-dire quitte justement à violer ces accords parce qu'il s'agissait d'une disposition particulière qui figurait dans les accords de Minsk 1 et 2. C'est-à-dire que d'abord qu'il n'y ait jamais aucune base de l'OTAN dans les territoires frontaliers à la Russie. Je crois qu'il y a eu une démultiplication des bases de l'OTAN. Secondo, qu'il n'y ait jamais, mais au grand jamais, au sein de l'OTAN, des territoires qui appartiennent à la Russie. Ça a été violé. Bon, à la fin, de quoi est-ce qu'on va en parler? Mais aujourd'hui, vous avez le narratif des reptiliens occidentaux qui vous disent que la Russie a annexé l'Ukraine. Mais les mêmes gens ne vous disent pas que dans un contexte similaire, et du point de vue géographique, du point de vue géopolitique, Israël est en train d'annexer la Palestine, Israël est en train d'annexer l'Iran, Israël est en train d'annexer le Liban, Israël est en train d'annexer l'Irak ainsi que la Syrie. Dans un contexte similaire. Bon, vous voyez donc que nous avons en face des gens très peu sérieux, des gens hypocrites, des gros menteurs, mais surtout des gros manipulateurs. Nous pensons donc que, et lorsque le président, je veux dire le ministre des Affaires étrangères le dit, il ne s'agit pas seulement d'un cessez-le-feu, il y a un certain nombre de conditions à mettre sur la table et qui doivent être respectées, pas seulement par tout le monde, pas tous les partis au conflit. Parce qu'aujourd'hui, du côté de l'Ukraine, la Russie n'a pas affaire qu'à l'Ukraine. La Russie a affaire à une coalition internationale, c'est-à-dire qui s'appelle l'OTAN. Vous avez en plus de l'armement européen, américain, mais vous avez également des mercenaires, parce qu'ils vous ont, je crois que c'est pas Macron qui s'est même proposé d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Bon, ça veut dire que les mêmes gens qui vous parlent d'un cessez-le-feu sont en train d'allumer les mèches sur le terrain. Ben,
continuer à fourguer des armes. Et des mêmes gens, et paradoxalement, ils n'ont jamais fermé leurs emprises diplomatiques et continuent à acheter du gaz et du pétrole russe qui transite par l'Ukraine. Bon, c'est quoi la logique dans cette affaire? Je crois qu'il n'obéit à aucune logique. Si oui, à la logique du dollar, en tout cas des intérêts, tels que nous le savons. Aucune logique finalement du côté de l'Occident allié à l'Ukraine dans cette guerre menée contre la Russie. Docteur Yam Timba, faut-il réellement espérer la fin définitive de ce conflit qui règne entre l'Ukraine et la Russie avec la grande participation de l'OTAN à l'aune justement de ceux qui y participent, des alliés de l'Ukraine ou encore des différents détails concernant même l'exécutif en place en Ukraine sans oublier, n'est-ce pas, les accords 1 et 2 de Minsk dont on parlait tout à l'heure. Si la Russie veut régler l'affaire définitivement et non pas un cessez-le-feu, faut-il réellement y penser? Je crois qu'il y a... Le problème qu'il y a avec ce conflit, ou éventuellement la fin qu'on veut lui donner, c'est que c'est teinté de beaucoup de manipulations. En fait, l'Occident sait que le cessez-le-feu, c'est une manipulation. Sauf qu'il croit avoir affaire à la Palestine, où Israël peut dire tout le temps, non, c'est le cessez-le-feu aujourd'hui, tout ça. La Russie, c'est pas la Palestine. Il faut arrêter ça. La Russie, les Occidentaux veulent que le débat porte par exemple sur la Crimée. Pour la Russie, il n'y a pas de débat là-dessus. Sur le Donbass, il n'y a pas de débat dessus. Ces gens-là se sont prononcés par référendum, dont la question est dite, elle est entendue, et c'est réglé définitivement. Les Russes ont monté cette opération spéciale, pour arrêter l'expansion vers l'est de l'OTAN, et 2, pour s'assurer de mettre fin à l'oppression des populations qui étaient dans le Donbass, dans Crimée, par le pouvoir russe, ce qui était accompagné d'une nazification croissante de l'État. Ces raisons doivent être les seules raisons qui doivent être posées sur la table. Ça veut dire pas d'extension de l'OTAN à l'Est, c'est aussi simple que ça. 2, il n'est pas question qu'en Russie, il y ait des gouvernements qui rappellent Bandera. Je rappelle que quand on dit nazi, ça veut dire 27 millions de morts officiels pour la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pas, des pays sérieux ne jouent pas avec ce genre de souvenirs. Ce sont quand même des repères mémoriels qu'il faut prendre en considération et qui permettent qui orientent toute la politique nationale et étrangère d'un pays. Bon, il n'y a que des pays comme le Cameroun où on peut massacrer 3-4 millions de personnes et ça ne dérange pas les gens d'être là à nous imposer de parler la langue française alors que c'est les Français qui les ont massacrés pendant la guerre d'indépendance. Les autres ont probablement un peu plus de dignité que ça. Et je crois que vraiment, M. Lavrov ne peut pas être beaucoup plus clair. Il reprend ce que le président Poutine a dit. Ce ne sera pas une question de cesser le feu. Cesser le feu veut dire les armes se taisent. Et pire, les Américains ont ceci de très drôle. Parce qu'enfin, il ne s'agit pas de l'Ukraine, c'est un faire-valoir. Ce n'est pas avec l'Ukraine que la question se règle. Ce n'est pas l'Ukraine qui évolue vers l'Est, qui s'étend vers l'Est, c'est l'OTAN. Donc la négociation, la discussion, c'est avec l'OTAN, c'est pas avec et la Russie sera d'autant plus ferme qu'un mois après le début de l'opération militaire, la Russie avait proposé un plan de paix qui avait été discuté en Turquie avec les Ukrainiens. Ils étaient parvenus à un accord qu'il fallait signer. C'est Boris Johnson qui va à Kiev, envoyé par l'OTAN, pour dire non, ne signez rien du tout, nous vous soutiendrons. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est, je crois, un peu plus d'1 million de jeunes gens qui sont décédés, près de 10 millions qui sont partis. Un pays qui avait 40-45 millions d'habitants se retrouve aujourd'hui pratiquement à avoir une trentaine de millions d'habitants.
et avec plus d'1 million de morts, sans compter les blessés et tous ceux qui ont été mutilés, et pratiquement l'essentiel de son infrastructure de transport ou industrielle détruite, d'électricité complètement détruite. Pendant ce temps, Boris Johnson y vit très bien au chaud. Il n'a aucun problème. Il est bien là où il est là. Voilà. Et pendant ce temps, les faucons de Washington, ils sont bien au chaud. À Washington, ils vivent très bien là où ils sont là. Et ce sont les Ukrainiens qui vont souffrir. Parce que il s'agira non seulement de régler ces éléments-là, mais la Russie reportera le coût de la guerre sur l'Ukraine. Parce que ça a coûté quelque chose, ça a coûté quelques dizaines de milliards de dollars. C'est eux qui vont, sans compter les vies humaines, ça va être reporté sur l'Ukraine. En plus de cela, il y a tous les avoirs russes qui ont été gelés. Est-ce que les gens viennent vous raconter, ouais, le cessez-le-feu? Est-ce que les gens gelé 300 milliards de dollars de quelqu'un et vous venez lui raconter que c'est le cessez-le-feu qu'il faut? Non, est-ce que lui, il est là sur votre cessez-le-feu? Gelé et réattribué à l'Ukraine comme effort de guerre. Oui, oui. Donc, il y a 300 milliards de dollars, il y a les intérêts que ça a produit. Il y a parce que, en termes financiers, c'est l'argent qu'on aurait dû gagner, qu'on n'a pas gagné. Donc, tout ça, la Russie va le reporter sur l'Europe et l'OTAN. À eux de voir s'ils veulent ce qui se profile à l'horizon. Parce que le seul moyen pour que cela soit payé risque d'être l'annexion pure et simple de l'Ukraine. C'est dur, mais ça pourrait se produire. Qui est prêt aujourd'hui à mettre sur la table de la Russie 1000 milliards de dollars? Non, l'Occident n'en a pas. Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que je parle de 300 milliards de dollars gelés en cash. Maintenant, tout le reste, ce qui n'a pas pu être gagné, ce qui a été perdu, etc., les dédommagements des familles, etc., tous les biens. Qui est prêt? La Russie ne peut pas évaluer ça à moins de 1000 milliards de dollars. Est-ce que l'Occident a 1000 milliards de dollars? Quelle était cette aventure dans laquelle ils sont allés alors qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas battre la Russie? Ou alors, comme ils vivent toujours dans leur illusion, ils étaient convaincus qu'ils pouvaient battre la Russie. Donc, je pense que M. Lavrov est clair, les choses sont claires, et peut-être que le moment est venu pour l'Occident de se demander si le projet de dominer le monde n'est pas tout simplement une illusion. Et que cette grosse illusion, certainement le moment est venu d'y mettre fin. Merci, Dr Yam Timba. Merci également à Albert Anatole Haïssi. Vous avez partagé avec nous ce plateau et vous avez apporté de votre analyse et de votre expertise tous les deux. On se retrouvera peut-être très bientôt pour un nouveau programme matinal informatif. Pour l'heure, For You Matin de ce matin, c'est terminé. On vous dit à bientôt. Restez sur For You Télévision, For You Média Africa. L'information et les programmes se poursuivent. On rappellera peut-être rapidement les thèmes. Nous parlions du Bénin et sa volonté de coopérer avec les pays de l'AES malgré le retrait de la CEDEAO. Nous parlions également des déclarations de Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe. Celui-ci mentionnait la volonté de la Russie de régler définitivement le conflit en Ukraine. Ce ne sera donc pas un cessez-le-feu. Merci à tous de nous avoir regardés. Au revoir. AES.